21 mars 1971, 21 mars 2021, l'Union nationale de la presse du Congo a 50 ans. Le jubilé d'or, c'est vrai, ça se célèbre, mais une auto-évaluation s'impose. Messieurs et dames, bienvenue à bord. Nous sommes dans Anjou. Nous allons remonter les temps, vous proposer un voyage au cœur de la presse nationale. Et tout justement pour en parler, nous avons fait appel à un gourou de la communication que je vous invite à découvrir. C'est Etche Omu. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba est un professionnel des médias, producteur, homme de terrain et banquier de formation. Jean-Marie Kassamba est le directeur général de l'Espace 50 et président provincial ville de Kinshasa de l'Union nationale de la presse du Congo. Président Jean-Marie Kassamba, bienvenue chez vous. Merci. On s'installe alors? Oui, on s'installe. Dois-je commencer par vous souhaiter un bon anniversaire, 50 ans, jubilé d'or, ça se célèbre, n'est-ce pas? Oui, il faut nous souhaiter 50 ans, nous INPC, journalistes de la République démocratique du Congo, professionnels des médias, ça va faire 50 ans que nous exerçons ici en tant qu'organisation des journalistes, notre métier dans notre pays. Tout un demi-siècle, mais c'est ici l'occasion, les lieux de penser au père fondateur. Oui, le père fondateur, c'est aussi nos grands frères, nos pères, qui ont fait rêver un certain nombre d'entre nous et qui méritent à la fois respect et considération. On se souviendra qu'il y a eu dans notre pays des Kandé, Jean-Jacques, des Kwebe Kimpele, Kabanguchita. Il y a eu les Atufuka Mbunza, il y a eu bien évidemment beaucoup de journalistes culturels comme Lukunku Sampu. Et ce sont ces gens-là qui ont cheminé, fait rêver à son temps, donné l'information. Nous, quand nous étions jeunes, moi quand j'étais gamin, chez moi, à Mbujimaï, je regardais la télévision, je voyais Basunga Nzinga faire le reportage, Kasonga Mbunga, Kalala Kafumba, qui faisait du journal. Voilà. Aujourd'hui, nous avons effectivement fait perdurer cette passion, parce que la communication, le journalisme, c'est d'abord de la passion. Et nous avons aussi ceux qui nous adulent aujourd'hui, qui nous félicitent, qui nous envoient leurs messages de considération, d'encouragement pour ce que nous faisons pour notre pays. Ainsi s'écrit l'histoire de chaque nation. Nous aussi, nous allons transmettre à la postérité et le Congo continuera. Jean-Marie Kassamba, en 50 ans d'existence, un bémol tout de même, à l'UNC, il n'y a eu qu'une seule femme présidente de cet organe. Faut-il en conclure que l'UNPC n'est pas genrée? Bon, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas genrée. Les compétences féminines ne manquent pas. Mais c'est valable dans beaucoup de domaines. C'est valable dans beaucoup de domaines. Les femmes, vous prenez les États-Unis d'Amérique, vous prenez l'Europe occidentale, même dans beaucoup de pays d'Afrique. L'UNPC est né au mois de mars. Absolument. Le 21 mars. Absolument. Un mois dédié aux femmes. Absolument. Il manque encore beaucoup d'ambition, pour ne pas dire de vocation, de la part de nos jeunes journalistes ou de nos journalistes tout court, femmes, qu'il faut encourager. Moi, personnellement, je suis le promoteur de la femme dans le métier de journalisme, parce que dans mes propres organes de presse,
J'ai donné beaucoup de responsabilités aux femmes, je continue à en donner. J'en ai vraiment fabriqué, c'est les termes, des stars, parce que j'estime que la femme a toute sa place, mais il reste encore dans notre pays un déficit d'ambition, de vocation de la part de femmes journalistes, peut-être par peur, peut-être par habitude, mais il y a eu beaucoup de femmes de talent. Oui. Je vous ai parlé de Kabamuchita. Mmh. Vous savez, Chantal Kanimbo. oui, Chantal, génération d'après. C'est elle, d'ailleurs, Je vous ai parlé de Sakombi Bakonzo. Je vous ai parlé à l'époque de Mbungu Mwema. Il y en a d'autres. Vita Matanga. Oui, absolument. Ce sont des femmes de talent. Lorsque, effectivement, elle donne son journal, vous avez envie de l'écouter. Il y a des femmes comme Tina Salama, par exemple, une grande journaliste, une belle voix, un visage d'ange. On en a besoin. Nous avons aussi perdu un grand talent, Sarah. Oui, Sarah Dacruz, ma filleule, la fille que j'ai encadrée, que j'aimais beaucoup, qui me respectait beaucoup, qui me prenait toujours pour son parrain, parce que voilà, ça fait partie de la génération. J'aime toutes ces jeunes filles qui admirent ce que nous faisons. Elle est partie trop jeune, paix à son âme, mais elle a laissé effectivement beaucoup de vocation chez les jeunes journalistes. Jean-Marie Samba, en demi-siècle, c'est vrai que nous venons de très loin, mais s'il faudra faire les points, une sorte d'auto-évaluation, d'où venons-nous, où allons-nous? Bon, moi je pense que l'organisation du journalisme dans notre pays est partie d'abord du constat que dans un environnement monolithique de parti de Maréchal Mobutu, oui, c'était en quelque sorte le monopartisme triomphant. Ouais. Il y avait... Ces heures de gloire. Absolument. Il y avait certes des journalistes qui avaient un point de vue. Vous savez, dans les années 54, 56, il y avait des journalistes. La conscience africaine des Maloula, des Kanza, c'était du journalisme déjà. Ceux qui ont accompagné à Bruxelles nos compatriotes qui étaient pour la table ronde, il y avait quelques journalistes. Mobutu lui-même a fait. Absolument, il écrivait des textes, de bons textes d'ailleurs, dans cette conscience africaine. De 60 à 65, il y avait dans le chaos congolais une espèce d'effervescence, mais les gens avaient peur. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à voir des médias plus ou moins professionnels, certains laissés par les Belges, mais les balbutiements de la première, des premières radios, de quelques journaux, jusqu'en dans les années 70, le maréchal Mobutu, lorsqu'il fait son coup d'État en 65, il a fabriqué la presse d'accompagnement, la presse du régime, qui faisait de la propagande. Mais il y avait beaucoup de gens de talent qui faisaient le travail. À l'époque, c'était beaucoup de la presse écrite. Hein. Oui, il y avait la télévision. Il n'y avait qu'une seule télé. Oui. La télé nationale. Oui, l'ODZRT, l'Office national de l'Office des droits des radiodiffusions et des télévisions. Mais au sein de l'ODZRT, il y avait des journalistes comme les Kassongo Mwema, comme les Kibambi Shintoa, qui avaient une certaine, parfois liberté d'expression, mais qui n'avaient pas beaucoup de... Les Stéphane Kitou. Oui, les Stéphane Kitou-Tolentois, qui étaient de bons journalistes, mais parfois encadrés, c'est les termes entre guillemets, par un régime, encadré par le parti unique. Et donc, ils n'avaient pas vraiment de choix de débats contradictoires, parce que, bon, freinés par un certain nombre de contraintes de l'époque. Mais ça s'est abîmé quelques années plus tard. Vous me demandez d'où est-ce que nous on vient et où est-ce qu'on part. Oui. Mais en 90, avec la libéralisation, parce que cette presse brimée pendant très longtemps dans le monothéisme, eh ben, il y a eu une espèce d'effervescence. Création des médias du rouge, des contestations, des médias qui ont créé ce qu'on a aujourd'hui à combattre, la culture du populisme, de l'insulte facile. Qui revient avec force, on va en parler. Bien évidemment. Oui. Et
ceci est parti avec l'envie de démocratie. Les gens ont pensé que, en démystifiant le maréchal Mobutu via les médias rouges, eh ben, on redonnait la voix au peuple. On donnait à la population la possibilité de s'exprimer. Bien au contraire, ça a pris des proportions tellement incontrôlables que 30 ans plus tard, aujourd'hui, il est difficile de structurer cette presse avec des journalistes professionnels qui tiennent pour leur passeport, leur carte de passage, pour ne pas dire leur bréviaire, l'éthique et la déontologie professionnelle. D'où est-ce qu'on vient? On vient de tout ça. Et c'est pour ça que nous, encadreurs et formateurs, nous avons parfois du mal à faire changer les habitudes héritées de cette déliquescence de la presse nationale. Ça a donné vaille que vaille, ce qu'on a appelé la RDC, pays aux multiples médias, avec autant de talents, etc. Pléthore. Oui, mais ce pléthore, aujourd'hui, nous porte préjudice. Parce que des médias de qualité, il faut maintenant les chercher. Les journalistes consciencieux, il faut maintenant les chercher. Ensuite, le pouvoir successif se sont servis des journalistes, parfois pour désorienter les Là, opinions. vous commencez par l'AFDEL, déjà Non. en 97. Non, pas seulement l'AFDEL, je vous Oui. parle. Depuis le maréchal Mobutu, chaque pouvoir s'est toujours servi de la presse pour à la fois se consolider, mais aussi Propagande. orienter. Oui. Mais la presse aux désertés, c'était la presse d'accompagnement du régime. Quand Mouzé est arrivé, l'OZT s'est transformé en la voix du peuple. La RTNC est aujourd'hui une télévision certes nationale, mais les orientations qui sont données à la RTNC, la manière dont ça fonctionne, ça ne laisse pas la possibilité à d'autres voix discordantes de se faire entendre. D'où les membres de la classe politique, de la société civile, certaines personnes qui ne s'alignent pas sur la voie du pouvoir sont obligées de se rabattre sur des médias privés. Donc, conclusion, où est-ce que nous allons? Oui. Nous allons vers une prise de conscience. Il faut une prise de conscience de la part des journalistes pour faire ce travail avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'exigences en termes de qualité, en termes d'objectivité, même si, de mon point de vue, l'objectivité elle est relative. Oui. Mais il faut qu'aujourd'hui, la presse nationale s'efface en tenant compte des fondamentaux. Quels sont ces fondamentaux? Les fondamentaux, c'est d'abord Oui. l'éthique et la déontologie professionnelle. Les fondamentaux, c'est aussi ce que les anglophones appellent la production broadcast. Il faut s'équiper dans ce monde qui évolue très vite avec l'éthique, technologie, information et la communication qui se développe chaque jour qui passe, l'Internet. Nous sommes dans un village planétaire que c'est celui qui informe avant, qui informe bien et qui a plus des sources qui devient détenteur de la vérité entre guillemets. Or, chez nous, il y a encore beaucoup de pseudo-journalistes fallacieux, plus ou moins amateurs, Les moutons noirs. oui, on les appelle comme ça. Tembe. Oui, on les appelle comme ça. Mais en réalité, ce sont des gens qui sont dégarnis des moyens. Ce sont des gens qui n'ont pas été très bien formés. Ce sont des gens qui n'ont pas la conscience que le métier qu'on fait, c'est un métier qui demande beaucoup d'exigences en termes de fabrication, en termes de contenu, et puis en termes de comportement. Comportement. Un journaliste n'est pas n'importe qui. Si déjà les Les journalistes... journalistes congolais mendiants, Jean-Marie Kassamba, les phénomènes coupage, mais c'est de la mendicité. Mais moi, je ne pense pas Ne dis que... pas son nom. Je ne pense pas que être journaliste est synonyme d'avoir de l'argent. Si vous voulez Vous en être riche, Ouais. ce n'est pas dans le métier du journalisme. En tout cas, choisissez un autre métier. Oui, Pas les cherchez. journalistes. Faites du commerce. C'est même pas en politique. Les gens pensent que, oui, au Congo, pour faire le métier du journaliste, enfin, pour gagner l'argent, il faut aller faire la politique ou fréquenter les politiciens, etc. Non.
Nous avons travaillé depuis plus de 30 ans en faisant de la banque, en faisant de l'industrie, en faisant du consulting, en enseignant. Et bien évidemment, en exerçant depuis une quinzaine d'années maintenant, pleinement et à temps plein, excusez la tautologie, notre métier. Et donc, cette excuse selon laquelle les journalistes, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est mendiant, parce que les conditions... Eh bien, il doit faire son travail avec légèreté, c'est un faux débat. Ça tire ces métiers vers le bas et ça ne permet pas à notre pays d'avancer. Les 50 dernières années que nous avons vécues, ce sont les 50 ans de balbutiement, Même 50 ans après, on continue de balbutier, président Jean-Marie Kassamba. Oui, mais pourquoi on balbutie? C'est parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Moi, je peux vous dire, lorsque j'ai été élu président de l'UNPC Kinshasa, je demandais à mes collègues d'abord de circonscrire notre métier, de s'identifier, de se donner les moyens de notre politique, ce que nous voulons faire, mais ma foi, d'arriver maintenant à orienter tous ces journalistes d'une manière beaucoup plus cohérente. Mais il y a tellement des habitudes qui aujourd'hui... qui ont peau dure. Oui, qui ont peau dure, c'est le terme. Les gens se contentent ou préfèrent rester dans des pratiques avilissantes que de changer les paradigmes. Et vous allez voir que la plupart de ceux qui s'opposent aux mutations, c'est ceux qui ont la critique facile. C'est ceux qui, voilà, ils vont dire, voilà, mais X, il fait la propagande, X, il n'est pas sérieux, X, mais eux-mêmes, regardez comment ils sont au jour le jour. Ils ne tiennent pas compte d'abord de l'équipement nécessaire, ils ne tiennent pas compte de se former, ils ne tiennent pas compte de l'environnement dans lequel on est. Moi, je vous donne un exemple très simple, et ce n'est pas très personnel, mais pendant le temps que je m'occupais de la visibilité des 5 chantiers ou de la révolution de la modernité, mais ma foi, combien ne m'ont pas dit que je faisais de la propagande gratuite et que j'étais là pour vendre du vent. Mais c'est les mêmes aujourd'hui qui me félicitent. C'est les mêmes aujourd'hui qui me demandent de faire la même chose. Avec Félix Tshisekedi. Oui. Mais jusque-là, on ne nous a pas encore recrutés, c'est ça les problèmes. Mais moi, on ne me recrute pas. On me propose le travail, je l'accepte, je ne l'accepte pas. Moi, on ne me recrute pas. Vous avez déjà été contacté dans Oui, ce sens? souvent. Et souvent. vous avez dit non? Pour le moment, il faut qu'on puisse identifier ce qu'il y a à faire comme travail, de quelle manière le faire, avec quels moyens, et puis qu'on lève les options. Tout ceci n'a pas encore eu lieu, donc nous sommes en train d'attendre, mais pour le moment, je l'ai fait déjà ce travail des institutions. Si vous regardez mes médias, Télé 50 et le plus autres, ben vous verrez que je parle des institutions, je montre le président de la République, c'est ce qu'il fait. Mais la communication et l'information, c'est deux choses différentes. Donc, si on me demande de faire de la communication, il faut des termes de référence pour le faire. Si c'est pour donner l'information sur ce qui se passe dans notre pays, nous donner l'information, c'est ça notre métier. Pour juste terminer sur votre question, vers où on doit aller d'abord sur un questionnement de quelle presse nous voulons. Certains ont à l'avancée les idées de l'état généraux de la presse, mais il y a déjà eu des états généraux ici. À l'époque, oui, avec Inke Moulumba et à l'époque du maréchal Mobutu, avant que le maréchal parte, début années 90, il y a eu les états généraux. Après, avant le congrès, pas des mandats, c'était ici à Centre-Nganda, à Kinshasa. Kasonga Chilunda de Reste Mémoire m'avait expliqué effectivement qu'ils avaient débattu largement sur quelle presse, etc. Chaque congrès de l'UNPC, on parle de nos problèmes. Donc, états généraux pour états généraux, on sait à peu près ce qui doit être fait. Tout le monde connaît les maux dont souffre la presse congolaise. Bien sûr. Oui. Nous connaissons les mots. Je vous ai dit que le problème, ce n'est pas de s'asseoir et de réfléchir,
d'où on vient, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Le problème, c'est la prise de conscience et la bonne volonté. Si vous voyez ici, dans notre pays, combien de conférences il y a eu, combien de conciliambules il y a eu, combien d'entretiens, combien de dialogues, mais est-ce que l'homme congolais a changé? Est-ce que l'homme congolais est devenu consciencieux? Est-ce que l'homme congolais est choqué par le degré comment dire, de la pauvreté, de la fragilité, du degré même de l'aliénation de notre nation par rapport à d'autres dans la sous-région, dans le monde, etc. Et donc moi je pense que réunionnite pour réunionnite, moi je ne suis pas d'accord. Mais une vraie prise de conscience de tous les Congolais, en commençant par la presse, parce que la presse c'est elle qui oriente. Et bien cette prise de conscience va nous conduire à décourager les mauvaises pratiques. Hein? On en parlera certainement dans votre émission. De la manière dont aujourd'hui les pouvoirs se comportent avec les journalistes. Voilà, je voulais... De la manière dont les médias ne bénéficient d'aucun support, d'aucune considération. Qu'une subvention. Ben non seulement il n'y a pas de subvention, mais il faut aussi une certaine considération. On a beaucoup utilisé les médias dans notre pays comme des rampes de lancement. Des tremplins. Oui, parfois même des paillassons. Paillassons. On vous utilise d'être chargé de presse, chargé de communication, je ne sais pas quoi. Et dès que le bonhomme est devenu député, il est devenu ministre, eh bien... Mandataire. Oui, mandataire. Il vous regarde comme ça, avec beaucoup de dédain. Il vous appelle les amis de la presse. Il vous regarde d'en haut. Oui, il est d'en haut. Et puis, il a déjà eu ce qu'il voulait. Conclusion, regardez dans tous les ministères, dans certaines institutions, eh bien, les services de presse qui sont, c'est souvent rempli de journalistes qui sont devenus des fabricants des propagandes prêtes à diffuser. Avec les médias aujourd'hui, eh bien, ils font eux-mêmes les reportages avec tous les termes superlatifs, des louanges, et ils déversent ça. En train d'encenser leur maître. Absolument. Dans les boîtes email ou d'envoyer par les e-mailing auprès de tous ceux qui regardent. Et posez-vous la question de tous ces journalistes qui fabriquent, qui envoient tous ces éléments, quelle vie ils mènent par rapport aux gens qu'ils servent. Vous savez, j'avais beaucoup de passion, enfin, de compassion, aux journalistes qui s'étaient proclamés patriotes, ou autrement dit, engagés. Bien ils ont engagé leur profession, leur talent, ils ont engagé leur personnalité pour accompagner l'opposition d'alors. Aussitôt particulièrement. Bien évidemment, mais il y en avait d'autres. Aussitôt installés, non seulement ces journalistes engagés n'ont pas été remerciés, ni financièrement, ni avec des postes, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, ces mêmes journalistes engagés sont traqués. Ben oui, largement traqués, insultés, malmenés. Et personne ne semble se gêner. Non, mais Jean-Marie Kassamba, est-ce que les journalistes congolais peuvent tout se permettre, peuvent tout écrire, peuvent tout dire? C'est ça la pas seulement congolais, mais tout journaliste à travers le monde. Je parle Congo. Hein. Oui, on va revenir au Congo. Le journaliste il reste citoyen. Le journaliste reste... Au nom de la liberté d'expression de la presse. Oui, les journalistes restent respectueux des lois, etc. Mais n'oublions pas que c'est un pouvoir à part entière. N'oublions pas que ce sont les faiseurs... On l'appelle quatrième pouvoir. Oui, ce sont les faiseurs d'opinion. Nous sommes un contre-pouvoir. Tous les scandales, Watergate, Monica Gate, tout ce qui se passe en France, partout en Belgique, Iran Gate, c'est l'œuvre, ce sont les œuvres des journalistes. Lorsque les journalistes cessent de dénoncer, lorsque les journalistes cessent de dire ce qui ne va pas, lorsque les journalistes se taisent. Mais il n'y a plus de journalisme, il n'y a plus de société, il n'y a plus de démocratie. Si les gens attendent qu'à longueur de journée, qu'on les applaudisse, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et pourquoi ils nous appellent alors lorsqu'il y a des points de presse, et lorsqu'ils veulent faire passer des communiqués, lorsqu'ils ont envie de faire de la propagande? C'est pour qu'on puisse, nous, professionnels, donner un autre son des cloches
que leur discours. Et donc, Non, ou peut-être pour relayer leur discours. pas seulement relayer, mais il y a des émissions, des commentaires, il y a des débats, il y a des émissions d'analyse. La population aimerait bien écouter l'analyse d'un bon journaliste qui est le monologue d'un politique. Et donc, les politiques qui disent, voilà, nous, on doit être seulement adulés, qu'on ne nous dise pas ce qui ne va pas, et c'est lui qui ose dire ce qui ne va pas, on va lui faire sa peau, mais il n'a rien compris à la vie politique. Parce qu'il y a toute une discipline qu'on appelle la communication politique, qui s'appelle l'attaché de presse, qui s'appelle le chargé d'image, etc. Tous ces gens-là, ils font leur métier. Et donc, il y a dans notre pays la fragilité de la pensée. Les gens sont d'une mesquinerie qui ne dit pas son nom. Chaque jour, vous appelez les journalistes mon ami, mes amis, tout ça, etc. Mais lorsque votre ami journaliste vous dit, monsieur, le social ne va pas, tel point est plus que stratégique, très important, vous n'en faites pas, et vous ne le faites pas d'une manière qui se doit, vous vous offusquez. C'est que vous n'avez rien compris. C'est pour ça que beaucoup, comme Sarkozy en son temps, ou François Hollande en son temps, ils n'ont fait qu'un seul mandat, oui. Et puis ça s'est arrêté. C'est comme le président des États-Unis, l'ancien, Trump, Donald, et pourquoi il n'a fait qu'un seul mandat? Eh bien, il avait mis dans sa ligne de mire des médias importants comme CNN. Et il en a eu pour ça. Eh bien, il en avait pour ce compte parce qu'il disait tout le temps fake news, fake news, fake news, fake news. Comme si ce que dit la presse n'avait aucune importance pour lui. Mais il utilisait la même presse avec les tweets. Eh bien, la presse lui a fait subir ce qu'on appelle la vraie loi de la liberté d'expression. Jusqu'à ce qu'il est parti s'attaquer au Capitole comme un vulgaire voyou. Jean-Marie Kassamba, vous êtes un fin observateur de la société congolaise. Avez-vous l'impression, ou c'est peut-être un constat, aujourd'hui nous assistons à une sorte de régression, de recul des valeurs démocratiques liées à la liberté d'expression, à la liberté de penser? La situation est empirée qui est? Il y a fondamentalement recul. Fondamentalement. J'ai dit fondamentalement recul. Recul de quel sens? De quoi? Il y a recul en termes de liberté d'expression. Il y a recul en termes de respect des droits des gens à s'exprimer. Pas seulement les journalistes. Pas seulement les journalistes. La société civile, les politiques entre eux, mais également le peuple. Vous voyez les mouvements citoyens, Filimbi, Lucha, etc. Certes, autrefois, ils étaient poursuivis, brimés, mais aujourd'hui, c'est plus radical. Les partis politiques n'ont plus le droit de faire ce qu'ils faisaient hier. La presse a peur. A peur de quoi? D'être mappé à longueur de journée. Et les gens, quand ils s'expriment, ils contrôlent aujourd'hui chaque phrase. Mais ça devient de la censure. Vous devez tourner votre langue sèche. Bien évidemment. Ça devient de l'autocensure permanente. Et ça provient d'un régime qui a, lui, vécu dans une espèce de trac permanent depuis 30 ans. Ça devait faire les contraires. Mais c'est un peu, en quelque sorte... Qui devait encenser, protéger même ses valeurs démocratiques, mais aujourd'hui, il se comporte en bourreau. Mais c'est la peur, je pense. La peur de quoi? La peur de la contradiction, le manque peut-être de bilan, mais aussi de perspectives. Ça pose un problème de ce qu'on veut faire réellement de la démocratie congolaise. Parce que ceux qui donnent des conseils de rédire le régime, de rédire la manière de vivre, de renforcer ce qu'ils appellent, entre guillemets, l'autorité, ils se trompent d'époque. Nous vivons dans une société ouverte, interactive, et qui, à la minute où se passe l'info, même si on la cache, cette information, elle sort par la fenêtre, elle sort par un petit trou. On ne peut pas cacher l'information. Évidemment, autrefois, ça pouvait se faire parce qu'on n'avait qu'une seule chaîne de télé et qu'il n'y avait pas de téléphone ouvert, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas d'Internet. Oui, il n'y avait pas d'Internet. Mais Iran Gate
C'était déjà ces temps-là, juste avec les photos et les journaux. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu quasiment photoreporter. Tout le monde est devenu JRI, journaliste reporter d'images. Mais c'est ça le problème, Président. Face à cette intrusion des réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste. Estimez-vous Mais que tout le monde ne fait pas le journalisme. métier du journaliste classique, du journaliste professionnel est en danger? Non, le métier n'est pas en danger. Il y a tout simplement une profusion des sources. Et le journaliste professionnel garde toute son identité. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure que les gens qui propagent, par exemple, des infox, ont des limites. Un professionnel, lui, il y a infox, oui, mais il va croiser l'infox avec les sources et il va vous donner un autre point de vue. Et la population n'est pas dupe lorsqu'il s'agit d'infox ou pas infox. Vous me posez une question très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, on a régressé? Oui, on a régressé. Pourquoi? Parce que on a cru à un moment donné que si on ne fait pas de la propagande, on est contre le régime. On a cru à un moment donné que si on ne donne pas un point de vue consentant, c'est-à-dire accepté... Au nom du principe, c'est lui qui n'est pas avec nous. Oui, mais il y a deux sources d'approbation. La source populaire, la population voit ce qui est fait, acquiesce. Deuxième source, les professionnels de l'info qui vont s'asseoir sur votre action, qui va leur servir de soubassement pour informer sur ce qui se passe dans ce pays. Si vous n'avez pas les deux, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser pour encadrer l'expression des gens, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, nous avons, nous de la presse, la responsabilité d'expliquer aux gouvernants qu'ils ont intérêt à laisser les journalistes faire leur travail. Librement. Oui, ils ont intérêt à laisser faire le travail librement. Parce que plus on va brimer les journalistes, plus on va réduire l'espace d'expression, plus le pouvoir deviendra impopulaire. Mobutu est devenu impopulaire lorsque les caciques lui ont expliqué dans les années 80... De museler la presse. Oui. Et il y a eu maintenant la presse rouge qui était en clandestinité. Et je vous ai dit en 90, aussitôt il termine le discours de Lancelot, aussitôt il y avait des médias, les lendemains, qui pullulaient partout sous forme de photocopies. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de faire des photocopies. Il suffit d'avoir un téléphone. Vous diffusez l'information en temps réel. Et donc, si vous brimez les gens, vous pensez que non, on va les arrêter, on va les mapper. Oui, mais vous mappez 5, il y a 50 pseudo-journalistes qui vont faire le travail à la place. Voilà la réalité du monde d'aujourd'hui. Vaut mieux coaliser avec les journalistes, leur faire composer avec, que de fonctionner comme au XVe siècle. Cinquantenaire de la presse nationale congolaise, Jean-Marie Kassamba, nous avons assisté au lancement, au showbuzz, il y a peu, mais depuis plus rien. Non, nous sommes en phase d'organisation. Moi, je suis d'avis que quand on organise, on n'a pas besoin de faire du bruit. On a concentré toutes ces manifestations pour le mois de mai, faire une partie, au mois de juillet, faire la grande cérémonie. Au mois de juillet. Oui, la grande cérémonie. Pourquoi? Parce que on sous-entend qu'avec un gouvernement qui tarde à venir, les temps qu'il arrive, les temps qu'il s'installe, ce soir ou demain. Oui, on aura le temps de préparation, etc. Mais nous, journalistes, nous faisons notre part. N'oublions pas que c'est une responsabilité collective. L'UNPC a été mise en place avec la caution de l'État. Là où on est installé, c'était mis à la disposition par l'État. Donc, au moins l'État congolais a doté... Comme tous les autres États à travers le monde, c'est pas une excuse. L'UNPC n'est pas locataire. Oui, mais n'est pas locataire, mais l'UNPC n'est pas l'outil avec les moyens convenables.
pas des salles de conférences de presse, pas de médiathèque, pas d'équipement de sonorisation, pas. Tout ceci fait que l'État doit faire son travail d'accompagnement parce que nous sommes le média qui supporte la démocratie. Vous allez en France, moi je suis vice-président de la presse panafricaine à Paris, au CAP, centre de la presse étrangère, c'est l'État congolais, c'est l'État français, pardon, qui a mis toute cette logistique en place. Ça n'enlève pas aux journalistes leur objectivité. Ça ne leur enlève pas les côtés participants à l'expression populaire. Et donc, ça doit être la même chose ici chez nous. Président Jean-Marie Kassamba, je crois que vous êtes aussi politique, hein? Oui, un peu. Oui, alors parlons un peu politique. Vous l'avez dit un moment. Sama Lukonde est là, le RCC n'est plus là. Ça fait bientôt plus de 2 mois que nous continuons d'attendre la sortie de ces gouvernements signés Sama Lukonde. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe tout simplement que c'est un gâchis. Nous avons malheureusement dans notre pays la culture des répétitions des rendez-vous manqués. On ne réalise pas que chaque jour sans gouvernement, chaque jour sans action, eh ben c'est du recul qu'on accumule. C'est du sous-développement qu'on fabrique. On ne réalise pas que chaque jour, chaque semaine, sans conseil des ministres, c'est le sous-développement qu'on amplifie. L'ennemi du gouvernant, c'est le temps. Le temps n'est pas notre allié. Non, le gouvernant, le premier ennemi, c'est le temps. Le deuxième ennemi, c'est la misère. Et donc, je ne comprends pas. Les gens pensent qu'ils ont leur temps. Il ne faut pas confondre urgence vitesse et précipitation. Voilà. Oui, mais c'est... Excusez-moi du terme, mais le Premier ministre n'a pas hésité ça d'une manière convenable. Vitesse et précipitation veut dire le même jour, on nomme le Premier ministre, demain, on publie le gouvernement. Dans d'autres pays, ça se fait sous 3 jours. Oui, comme en Côte d'Ivoire. Oui. Comme aux États-Unis, Biden, alors qu'il était encore en phase de transition, il avait déjà formé tout son gouvernement. Il avait commencé déjà à préparer des décisions. Aussitôt remise et reprise ou prestation de serment, les choses ont commencé à prendre de la vitesse. Aujourd'hui, en termes de prise de décision, il est loin, très loin. On n'a pas le temps de conciliambule. Pourquoi ça traîne? C'est juste parce... Mais ça traîne parce que les gens veulent juste avoir la place dedans. Ça ne traîne pas parce qu'ils travaillent sur le programme. Ça ne traîne pas parce que, il y a des contraintes philosophiques. C'est bassement poste. Et c'est ça l'union sacrée. J'ai dit ce bassement poste. Oui. Ça veut dire quoi? On nous a expliqué que dans la pensée de l'union sacrée, c'était... La nouvelle vision. Oui, dans la pensée de l'union sacrée, c'était le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est l'intérêt général, c'est le bien-être. Mais aujourd'hui, c'est le bien-être qui a pris un coup de massue terrible. Et ce coup de massue ne semble pas être compris dans le chef de ceux qui prennent la décision. Et nous, la presse, nous sommes là pour le répéter et le dire en toute liberté. Pourquoi? Parce que aller province par province. Moi, je me suis donné comme devoir ces derniers temps de faire des émissions province par province. Oui. Avec un recul de 60 ans. Il s'avère que dans toutes les provinces, il y a beaucoup de retard. Et dans chaque province, il y a eu des dirigeants. Autochtones. Oui, autochtones de là, originaires de là, qui ont eu la signature. Mais beaucoup ont construit où? Ici à Kinshasa, ils ont acheté des belles villas en Suisse, en Belgique, en Afrique du Sud. Aller dans leur village, ils n'ont même pas où dormir, pour l'essentiel. Aller dans leur village, ils n'ont même pas aujourd'hui des petits panneaux solaires pour donner ne serait-ce qu'un peu d'éclairage. Mais ça n'a pas l'air de choquer. Ça n'a pas l'air de choquer. Et donc, moi, s'il y avait un conseil que je pouvais donner à notre Premier ministre, Oui.
qui n'est pas jeune, parce que les gens pensent qu'il est jeune. Il n'est pas jeune du tout. 4 ans. Plus de 40 ans, on est plus jeune. On est plus jeune. Et donc, si je peux lui donner des conseils, c'est qu'il se pose de vraies questions. J'ai cette responsabilité d'être Premier ministre de 6 grands pays. Depuis que j'ai été nommé, qu'est-ce que je dois comptabiliser à mon actif? 2 mois après. Oui, mais qu'est-ce que je dois comptabiliser? C'est-à-dire que le peuple qui me voit, qui me regarde, la presse y compris, doit retenir quoi de moi? Parce que peut-être il va dire, je n'ai pas la marge de manœuvre, c'est le président de la République, c'est le l'UDP, c'est Kabound, etc. Mais lui, à titre personnel, c'est l'ordonnance qui nomme un Premier ministre et le texte et la Constitution de la RDC lui reconnaît un certain nombre de prérogatives. C'est le chef du gouvernement. Bien évidemment. Et donc, demain, lorsqu'il ne sera plus Premier ministre, les gens regardaient à son compteur, à son tableau. Sama Lukonde a fait quoi? Est-ce qu'il va laisser, allez, 2 mois de perdu pour rien? Ou peut-être 6 mois plus tard, il démissionne, on change de gouvernement. S'il y a peut-être des négociations pour un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre, il doit se poser ces questions de maintenant. Sama Lukonde. De maintenant. Et s'il n'est pas d'accord, s'il ne se sent pas à l'aise, ça ne serait pas intéressant. Vous savez, Il démissionne. oui, Jean-Pierre Chébelman disait un ministre, ça s'était ou ça démissionne. Pour le moment, il s'était parce qu'il n'a pas encore eu l'effectivité du pouvoir. Il ne fait pas partie de l'ADN des Congolais. S'il y en a eu quelques-uns. Oui, rarissime. Hein? Il y a eu quelques-uns. Vous avez parlé de... Moulumbalou Kojo ou Lunda Bouloulou, je pense, avait démissionné. Vous avez parlé des provinces, peut-être pour atterrir, pour terminer, on ne peut pas finir cette émission sans parler de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba constat. C'est un secret de polichinelle que ce qui se passe à l'Est, c'est voulu. C'est voulu. C'est intentionnel, ça. Oui, c'est voulu, c'est entretenu. Et ça peut s'arrêter à tout moment. Ah bon? Si on a la volonté de le faire. Oui. C'est quoi ces sésame, ouvre-toi pour que ça s'arrête? Prise de conscience des Congolais, le refus d'une collaboration tacite et surtout la dénonciation de l'implication de la communauté internationale, en commençant par la communauté sous-régionale. Le 3. Il y a beaucoup de Congolais qui savent qui tue à l'Est. Beaucoup. Y compris le président de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, parce qu'il l'a dit. Oui. Pourquoi, ma foi, on va mapper facilement les journalistes et on ne peut pas mapper des élus dont on connaît qu'ils sont dans les groupes armés? Ils sont immunisés. Immunisés, parfois, quand il y a les flagrances ou atteinte à la sécurité de l'État, il n'y a pas des immunités dans ces cas-là. On lève ces immunités au sein de l'Assemblée nationale. On se rappelle qu'il y en a quelques-uns qui ont été levés. Donc ça, c'est un faux débat, ça. Deuxièmement, beaucoup savent que ceux qui construisent à l'Est, ou ici à Kinshasa, c'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Ceux qui ont des comptes dans le pays de la sous-région. Moi, j'ai fait une émission là-dessus. Et enfin, beaucoup savent que ces forces étrangères qui sont chez nous, ils participent aussi au piège. Y compris la MONUSCO. Bien évidemment, ils participent au piège. Moi, il y a beaucoup même les rapports des Nations Unies, où il y a eu des saisies de véhicules avec des cassiteries dedans, des tenues militaires. Ici, 20 ans après. Mais j'ai dit, vous m'avez posé la question, quelle est la magie qui ferait que ça puisse s'arrêter? En Angola, c'était la même chose. On a mis un point final. Il n'y a plus l'ONU en Angola. Au Mali, c'était la même chose. Aujourd'hui, ils sont revenus avec la caution de la France. Ils sont revenus, mais il n'y en avait plus. En Côte d'Ivoire, c'était réduit maintenant pour chacun. Il n'y en a plus d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas dire que la RDC doit faire exception de garder depuis plus de 20 ans des gens qui sont là que pour se balader. Épuiser aussi des richesses. Et donc, vous savez, le président Tshisekedi, quand il a osé dire qu'on doit diminuer la présence de la MONUSCO pour laisser la brigade d'intervention et la SADC, eh bien, on a augmenté
sciemment l'insécurité, des tueries. On a même tué un ambassadeur. Italien. Oui, pour montrer que, messieurs, vous vous aventurez dans des directions dont on peut vous mettre mal à l'aise assez rapidement. Aujourd'hui, il y a plus que renfort. En fait, c'était un avertissement. Bien évidemment. Bien évidemment. Et on orchestre ça bien avec la collaboration des Congolais. Regardez ceux qui tweetent dans les groupes. On a tué le matin, on a tué le soir. Oui, Ce sont des Congolais. Avec vidéo à l'appui. Oui. Oui. Ils le font pour... Ils sont payés pour faire ça. Pour vous traumatiser. Recruter, payer pour... Oui, les Congolais qui font ça. On tue leurs frères, ils photographient, ils mettent dans le réseau. Et ceux qui les payent, ils sont en embuscade. Vous comprenez? Et donc... tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Et donc, moi je pense que aussi longtemps qu'on va continuer dans cette naïveté, cette complicité, Joseph Kabila en a payé le prix du mensonge, de la calomnie. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que c'est Tshisekedi qui tue à l'Est? Est-ce qu'on va dire que c'est Tshisekedi qui participe à l'encouragement des groupes armés? Est-ce qu'il est complice avec des groupes armés? Je ne le pense pas. Mais quand c'est sous votre responsabilité, sous votre régime, que ces choses c'est faux, à un moment donné, on va vous faire endosser indirectement tout cela. Jean-Marie Kassamba, nous terminons, nous parlons INPC. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux journalistes congolais qui vous suivent en ce moment? Ça sera votre avis. Moi, je pense que la presse congolaise qui a 50 ans aujourd'hui est une presse qui peut être meilleure avec une prise de conscience, on va dire, objective. Qu'on arrête ces petites querelles inutiles, quelquefois d'invectives au sein de la profession, des mensonges, d'insultes, des journalistes qui vont aller porter plainte contre d'autres journalistes. Non, ça ne nous avance pas du tout. Parce que je crois à mon pays, parce que je crois au génie congolais. Et c'est tout cela qui va faire que, s'il y a une collaboration sincère des pouvoirs publics, on parlera encore une fois des grands journalistes dans notre pays. On parlera encore une fois des grands journalistes en République démocratique du Congo comme datant. Oui. Pensez-vous que la profession continue de séduire aujourd'hui plus qu'hier? Moi, je pense très modestement que nous séduisons. Moi, quand je me balade ici et ailleurs, les compliments que je reçois, les messages que je reçois, c'est peut-être cela qui nous laisse continuer. Vous faites la fierté du métier. Bon, je n'aime pas trop me congratuler, mais oui, quand ça vient de la jeunesse innocente, il y a beaucoup d'inconnus qui m'encouragent, qui me disent félicitations pour ce que vous faites, continuez à le faire. C'est ça notre récompense. Et donc, nous pouvons encore faire mieux, nous pouvons encore faire plus. Il faut qu'on nous laisse faire notre travail et qu'on remercie les bons dieux qui nous prêtent vie chaque jour qui passe dans cet environnement délétère en matière de santé. Et donc, le show doit continuer, tout en vous remerciant. On vous retrouvera très vite, promis. Merci à vous. Au revoir. Et félicitations pour votre émission de très haute facture. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Messieurs et dames, l'avenir de la presse congolaise est radieux. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président provincial de l'Union nationale de la presse. Il a tout dit, il a remonté les temps jusqu'à poser les vrais problèmes, les vrais mots qui gangrènent la presse congolaise et surtout comment y mettre fin. Au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.